Le millionnaire apercevait la petite fille tous les jours en train de pleurer sur une tombe, et par curiosité, il décida de lire le nom sur la pierre tombale. Et, en regardant, il faillit s'évanouir à cause de la révélation. Le cimetière de Montbrison, aux abords tranquilles de Lyon, se fondait harmonieusement dans le paysage automnal. Les feuilles mortes tapissaient les allées sinueuses et les cyprès formaient une haie naturelle qui isolait le lieu du reste du monde. C'était un endroit silencieux, presque hors du temps, visité principalement par des personnes âgées, des jardiniers discrets et quelques rares promeneurs solitaires. Mais depuis plusieurs semaines, une figure inhabituelle s'était imposée dans la routine paisible du lieu. Une petite fille. Chaque jour à la même heure, juste après la sortie de l'école, elle franchissait le vieux portail en fer forgé, avançait lentement entre les tombes, s'arrêtait devant une sépulture en pierre grise, puis s'asseyait. Elle ne portait pas d'uniforme, mais ses vêtements, bien que simples, étaient toujours propres et soignés. Ses cheveux châtain clair étaient attachés en 2 petites tresses qui tombaient sur ses épaules. Elle avait toujours une peluche à la main, usée, comme si elle en tirait une force invisible. Et surtout, elle pleurait. Pas de cris, pas de gémissements, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues rondes, pendant qu'elle fixait la pierre tombale sans dire un mot. François Dumas, assis sur le même banc depuis des années, avait remarqué cette présence nouvelle dès les premiers jours. Ce banc, légèrement incliné, offrait une vue directe sur une parcelle centrale du cimetière, et bien qu'il n'ait jamais cherché à épier quiconque, il était difficile de ne pas voir l'enfant. Lui, homme d'affaires influent, habitué aux gratte-ciel et aux salles de réunion tendues, venait dans ce cimetière pour échapper à l'agitation de la ville. Depuis le décès de sa femme, Élodie, il trouvait là un calme qu'aucun bureau luxueux ou appartement de grand standing ne pouvait lui offrir. Mais cette fille, si petite, si constante, avait brisé ce calme. Chaque jour, elle était là. Chaque jour, elle pleurait. Chaque jour, elle repartait seule, par le même chemin, sans jamais croiser un adulte. François, d'abord curieux, commença à ressentir une gêne étrange, comme un poids dans la poitrine. Il ne comprenait pas pourquoi cet enfant le bouleversait autant. Était-ce son isolement? Était-ce la peine qu'elle semblait porter avec tant de dignité? Ou bien autre chose qu'il n'osait pas encore formuler? Les jours passaient, les feuilles tombaient en tapis épais, le vent devenait plus mordant, mais la routine restait inchangée. Il observait la fillette du coin de l'œil, essayant de ne pas paraître intrusif. Parfois, elle murmurait quelques mots qu'il ne parvenait pas à entendre. D'autres fois, elle dessinait des formes dans la terre avec un petit bâton, avant de le reposer soigneusement contre la pierre. À plusieurs reprises, il se surprit à vouloir s'approcher, lui parler, lui demander pourquoi elle venait seule. Mais quelque chose le retenait. Peut-être la peur de l'effrayer, ou celle de découvrir une vérité trop lourde. Un après-midi, alors que le soleil déclinait derrière les collines et que l'air se chargeait d'humidité, François la vit arriver plus lentement que d'habitude. Elle avait les épaules rentrées, les joues plus rouges que jamais. Elle tenait un bouquet de fleurs sauvages, maladroitement attaché avec un ruban bleu. Elle s'agenouilla comme toujours, mais cette fois, elle ne pleura pas. Elle parla. François ne pouvait pas entendre ce qu'elle disait, mais il vit ses lèvres bouger. C'était une prière ou peut-être une promesse. Cette scène le marqua profondément. Il sentit une chaleur douloureuse dans sa gorge, comme s'il avait été témoin d'un moment qui ne lui appartenait pas. Cette fillette inconnue portait en elle une souffrance qu'il ne parvenait pas à définir, mais qui résonnait étrangement avec la sienne. Ce soir-là, de retour dans son appartement spacieux du centre-ville, il ne parvint pas à se concentrer sur les rapports empilés sur son bureau. Il repoussa les papiers, se leva et contempla longtemps la photo encadrée de sa femme. Élodie, toujours souriante, enceinte de 8 mois, prise quelques jours avant sa mort. Il n'avait jamais pu surmonter cette perte. Le jour où elle était partie pour la maternité, il n'avait pas imaginé que ce serait la dernière fois qu'il la verrait vivante. Le bébé n'avait jamais été montré, déclaré mort-né selon les médecins. Il n'avait pas insisté. La douleur, à l'époque, l'avait paralysé. Et puis la vie avait repris son cours, mais avec un vide constant. Le lendemain, François retourna au cimetière, espérant, sans l'admettre, revoir l'enfant. Il arriva plus tôt, resta plus longtemps. Elle vint, fidèle à l'heure, fidèle à son rituel. Il l'observa avec plus d'attention encore. Et cette fois, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Un médaillon suspendu autour de son cou. Même à distance, il reconnut ce bijou.
Il avait offert un médaillon identique à Élodie le jour de leur mariage, un modèle ancien gravé à la main, unique. Il avait été confectionné par un artisan de Dijon, selon ses propres instructions. L'impossibilité qu'une autre personne possède un tel bijou le frappa comme une gifle. Il tenta de se convaincre que sa mémoire lui jouait des tours, que la distance déformait les détails, mais le doute était là, solide. À partir de ce moment, l'agitation intérieure de François ne fit que croître. Il attendait chaque jour avec impatience l'heure de la voir. Il s'inventait des raisons pour rester plus longtemps au cimetière. Il voulait comprendre. Comprendre pourquoi cette enfant semblait si familière. Pourquoi elle portait ce médaillon. Pourquoi elle pleurait sur cette tombe. Il n'osait pas encore vérifier le nom gravé sur la pierre, comme si cela pouvait détruire l'équilibre fragile qu'il avait trouvé dans son observation discrète. Mais il savait au fond que ce moment viendrait. Le besoin de savoir était plus fort que la peur. Et la vérité, il le pressentait, ne serait pas ordinaire. Les jours s'écoulaient avec une régularité presque rituelle, et François Dumas se rendait désormais au cimetière, non plus par habitude ou par nostalgie, mais poussé par une force plus obscure, plus urgente. La silhouette frêle de la fillette continuait d'apparaître, comme une ombre douce au milieu des tombes silencieuses. Et avec elle, chaque jour, un poids grandissant dans la poitrine de François. L'image de ce médaillon autour de son cou ne le quittait plus. Il l'avait vu, il en était certain, et cette certitude l'empêchait de dormir. Il n'était plus simplement témoin d'une scène émotive, il était désormais prisonnier d'un mystère qui semblait se refermer lentement sur lui. Une pluie fine et persistante s'était abattue sur Lyon depuis le matin. Le ciel bas et gris rendait le cimetière encore plus morne, les pierres encore plus froides, les ombres plus épaisses. Pourtant, François s'y rendit, comme tous les jours. Il marchait plus vite que d'habitude, abrité sous un parapluie noir, le col relevé contre le vent. Il ne se demandait même plus s'il verrait la fillette. Il le savait, et elle était là, assise comme toujours, les jambes croisées devant la même pierre, la tête légèrement penchée, les bras autour de sa peluche. Le bouquet de la veille avait été remplacé par une petite branche de lavande. Même sous la pluie, elle ne quittait pas son poste. François, dissimulé partiellement derrière une colonne de granit, la regardait longuement. Il sentait que le moment approchait. Il ne pouvait pas continuer à ignorer les signes, à prétendre que tout cela n'était qu'une coïncidence. Le nom sur cette tombe, il devait le voir. Il en avait besoin, mais il ne voulait pas agir de manière brusque. Alors, il attendit. Il resta là, figé, alors que la pluie trempait ses chaussures et que le froid s'infiltrait lentement sous son manteau. Il attendit qu'elle parte. Lorsqu'enfin, comme à son habitude, elle se leva, tapota la pierre de sa petite main, embrassa le médaillon et tourna les talons, François se mit en mouvement. Il s'approcha lentement, le cœur battant. Ses pas résonnaient faiblement sur les dalles humides. Chaque mètre qui le rapprochait de la sépulture lui semblait plus lourd, comme si l'air lui-même résistait. Lorsqu'il fut enfin devant la tombe, il resta un instant immobile. Il inspira profondément, puis baissa les yeux vers la pierre. Et là, il lut « Élodie Dumas, décédée le 12 avril, il y a 8 ans. La date exacte de la mort de sa femme, celle qu'il avait pleurée, enterrée, regrettée, celle qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. » Et en dessous, gravé en lettres plus petites, « À notre ange parti trop tôt. » François recula d'un pas, vacilla légèrement. Ce ne pouvait pas être vrai. Le nom, la date, l'inscription, tout correspondait. Il s'agrippa à la pierre pour ne pas tomber. Sa respiration s'accéléra, ses mains tremblaient. Comment était-ce possible? Pourquoi le nom de sa femme figurait-il sur une tombe que cet enfant visitait chaque jour? Il se souvenait de l'enterrement, oui, mais jamais il n'avait revu cette tombe depuis ce jour. Son entourage avait géré tous les détails. Il n'avait pas voulu voir. Trop de douleur, trop de chagrin. Mais maintenant, tout refaisait surface, brutalement, avec une violence inattendue. Et une question prenait forme dans son esprit, obsédante, dévorante. Qui était cet enfant? Pourquoi venait-elle pleurer ici? Et surtout, pourquoi portait-elle le médaillon d'Élodie? Les jours suivants furent une tourmente silencieuse. François ne parla de sa découverte à personne. Il continua à fréquenter le cimetière à la même heure, espérant de nouveau apercevoir la fillette. Mais elle ne revint pas. Il resta assis sur son banc, sous le ciel changeant, guettant la moindre silhouette. Rien. 3 jours passèrent, puis 4, puis 1 semaine.
Son absence le consumait. Il se sentait coupable. Était-ce à cause de lui qu'elle avait disparu? L'avait-elle vu s'approcher de la tombe ce jour-là? S'était-elle sentie espionnée? Était-elle partie pour toujours? Cette pensée lui tordait l'estomac. Il n'avait jamais eu d'enfant. Après la perte de sa femme, il n'avait pas refait sa vie. Les affaires étaient devenues son refuge, son unique centre d'intérêt. Mais cette fillette, elle avait éveillé quelque chose de profond, de très ancien, un instinct qu'il pensait ne jamais connaître, l'envie de protéger, de comprendre, de réparer. Il fouilla dans ses souvenirs, tenta de se remémorer chaque détail du jour de la naissance, ou plutôt du jour du drame. La voix du médecin, les papiers signés sans lire, l'absence de toute image de l'enfant. Tout lui semblait soudain trop flou, trop commode, comme un voile qu'on lui aurait volontairement posé devant les yeux. Le 5e jour, il retourna au cimetière encore plus tôt. Il se posta plus près de la tombe, n'ayant plus peur d'être vu. Il attendit. Le froid lui mordait les doigts, malgré ses gants. Lorsqu'il commença à perdre espoir, un petit craquement le fit sursauter. Il se retourna et elle était là, plus loin qu'à l'habitude, immobile, le regard fixé sur lui. Elle avait l'air inquiète, presque méfiante. Leurs yeux se croisèrent et quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance instinctive, peut-être, ou une curiosité partagée. Il ne fit aucun mouvement brusque. Il se contenta de se redresser et de la regarder, les mains visibles. Elle fit un pas en avant, puis un autre lentement. Mais à mi-distance, elle s'arrêta, recula brusquement, tourna les talons et courut hors du cimetière. François ne tenta pas de la suivre. Il resta là, figé, le cœur battant. Elle était revenue. Et elle l'avait vue. Maintenant, tout était irréversible. Il rentra chez lui tard ce soir-là, trempé, vidé. Il alluma la lampe de chevet de son bureau, sortit un carnet de notes et écrivit, pour la première fois depuis des années, « Nom sur la tombe, Élodie Dumas. Même date, même prénom. L'enfant porte son médaillon. Est-ce possible qu'elle soit ?» Il n'osa pas finir la phrase, mais la graine était plantée et elle allait grandir. François Dumas ne trouva pas le sommeil durant plusieurs nuits. Les images de la petite fille au cimetière, du médaillon autour de son cou, du nom gravé sur la pierre tombale, tout cela tourbillonnait dans son esprit avec une intensité qui dépassait l'incompréhension. Il passait des heures, assis dans son salon silencieux, à tenter de recoller les morceaux d'un passé qui, soudainement, semblait avoir été manipulé. Ce nom, Élodie Dumas, gravé dans la pierre, appartenait à sa femme, décédée 8 ans plus tôt dans des circonstances tragiques. Elle était morte en couche, lui avait-on dit. L'enfant, une petite fille, n'avait pas survécu. Les médecins avaient parlé de complications irréversibles, de saignements incontrôlables, d'une situation impossible à maîtriser. Il n'avait pas vu le corps du nourrisson. Il n'avait jamais insisté. Il avait fait confiance. Mais aujourd'hui, tout cela lui apparaissait avec la netteté cruelle d'un mensonge bien orchestré. Le nom, la date, le médaillon et cet enfant, tout pointait vers une seule possibilité, aussi bouleversante qu'inacceptable. Et si sa fille était vivante? Et si cette petite qui pleurait tous les jours sur une tombe portant le nom de sa mère était en réalité l'enfant qu'il avait pleuré sans jamais la connaître? L'idée le paralysait. Il sentait son monde se fissurer sous ses pieds, une fracture lente mais irrémédiable. Il décida de revenir sur les traces de ce jour tragique. Il ouvrit un vieux coffre rangé dans une armoire de sa chambre, là où il avait conservé tous les documents liés à la mort d'Élodie. Il y trouva les rapports médicaux, les certificats, les lettres de condoléances, les journaux de l'époque. Tout semblait conforme. Pourtant, un détail lui sauta aux yeux. La copie de l'acte de naissance du bébé ne s'y trouvait pas. À la place, un document hospitalier préliminaire mentionnait un accouchement avec décès néonatal immédiat, mais aucune déclaration officielle auprès de l'état civil. En bas de la page, un tampon, presque effacé par le temps, portait la mention « Rectification interne, service gynécologie, hôpital de Lyon-Nord ». Ce sceau, il ne l'avait jamais remarqué. Il ne se souvenait même pas avoir vu ce document auparavant. Il le retourna, examina les bords, chercha d'autres annotations. Rien d'autre. Mais cette mention, cette rectification interne, le troubla profondément. Le lendemain matin, il prit rendez-vous avec son avocat personnel, un homme de confiance qui le connaissait depuis plus de 20 ans. Il lui montra le document, lui expliqua brièvement ses doutes, sans parler de la fillette.
L'avocat fronça les sourcils en examinant le papier à la loupe. Il confirma que la mention « rectification interne » ne figurait jamais sur des documents officiels liés à un décès néonatal. C'était une terminologie administrative utilisée en cas de modification de données sensibles. Le genre de mention qu'on retrouvait parfois dans des dossiers dissimulant des adoptions irrégulières ou des transferts de tutelle non déclarés. François sentit son cœur se serrer. Il demanda à son avocat de lancer une enquête discrète auprès de l'hôpital sans dévoiler son nom. En attendant les premiers résultats, il se rendit de nouveau au cimetière. Il n'espérait plus vraiment croiser la petite fille. Pourtant, en passant la grille, son regard se posa immédiatement sur elle. Elle était là, accroupie près de la tombe, en train de déposer un dessin qu'elle semblait avoir fait elle-même. Une maison colorée, un soleil, un arbre et deux silhouettes, une grande, une petite, main dans la main. Il s'approcha avec précaution, faisant craquer légèrement les feuilles sous ses pas. Cette fois, elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Il ne parla pas. Il s'agenouilla lentement, sans s'approcher davantage. Elle sembla hésiter, mais ne recula pas. Elle serra sa peluche contre elle, méfiante. Il ne fit aucun geste brusque. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-il enfin d'une voix douce, presque un murmure. Elle hocha la tête sans répondre. Ses yeux étaient grands, profonds, tristes. « Frère, c'est ta maman qui est là ?» continua-t-il, les yeux fixés sur la pierre. Elle acquiesça encore, puis murmura. « Oui, elle s'appelait Élodie. Elle est morte quand je suis né. » Cette phrase, simple, presque naïve, résonna dans le cœur de François comme un coup de tonnerre. Il ferma les yeux un instant. Elle venait de confirmer l'impensable. Elle croyait que sa mère était morte à sa naissance. C'était ce qu'on lui avait raconté. Et elle, cet enfant, parlait avec la certitude de quelqu'un à qui l'on n'a jamais menti. Mais alors, qui lui avait transmis cette version? Qui lui avait donné le nom d'Élodie? Qui lui avait parlé de cette tombe, de ce lieu? « Tu vis avec qui, petite ?» demanda-t-il d'un ton presque paternel. Elle sembla réfléchir, puis répondit « Avec Camille. Elle dit que c'est mieux comme ça, que ma vraie maison est loin, mais que je suis en sécurité ici. » François se redressa lentement. Il ne voulait pas la brusquer. Il lui sourit maladroitement. Elle lui répondit par un regard indéchiffrable, entre curiosité et inquiétude. Il fit un pas en arrière. « Je m'appelle François, » dit-il doucement. « Si tu veux parler, je serai souvent là. D'accord ?» Elle ne répondit pas, mais ne détourna pas le regard. Il y avait là, dans ses yeux, une étincelle. Quelque chose venait de se passer. Un lien peut-être, fragile, mais réel. En rentrant chez lui, François ressentait une certitude nouvelle. Il ne pouvait plus reculer. Cette fillette était sa fille. Tout l'indiquait. Il lui restait à le prouver. Et pour cela, il allait devoir fouiller un passé que d'autres avaient manifestement cherché à enterrer. Le lendemain, l'angoisse se réveilla avec François, installée dans sa poitrine comme une douleur persistante, impossible à ignorer. Malgré la confirmation implicite de la veille, malgré les mots simples de l'enfant et l'indice du médaillon, il savait que les réponses complètes ne viendraient pas facilement. Il décida de retourner au cimetière, non plus en observateur silencieux, mais avec la ferme intention d'engager un vrai dialogue. Il voulait comprendre. Il avait besoin d'entendre cette vérité sortir de la bouche de l'enfant elle-même, et peut-être, dans un sursaut d'irrationalité, espérait-il qu'elle le reconnaisse. Que quelque chose en elle ressente ce lien biologique si fort qu'aucune séparation n'aurait pu effacer. Il arriva plus tôt que d'habitude. L'air était vif, chargé de cette odeur minérale particulière qu'ont les pierres humides après la pluie. Les allées du cimetière étaient désertes, sauf pour un vieux jardinier qui taillait quelques haies en silence. François se dirigea directement vers la tombe. Il n'avait pas prévu de fleurs ni d'objets, seulement la conviction douloureuse que quelque chose devait changer. Il resta debout quelques instants, seul face à la pierre, comme pour reprendre possession d'un passé qu'il avait trop longtemps fui. Lorsque la fillette apparut à l'entrée du cimetière, il la vit aussitôt. Elle marchait lentement, les mains dans les poches de son manteau, les yeux au sol. Lorsqu'elle leva les yeux et l'aperçut debout devant la tombe, elle s'arrêta net. Une hésitation traversa son visage. Puis elle recula d'un pas, tourna brusquement et s'enfuit en courant, sans même franchir la première allée. François resta pétrifié. Il avait espéré un autre type de réaction. Il pensait qu'elle s'approcherait, qu'elle accepterait sa présence. Mais il avait été trop brusque. Il avait sous-estimé la fragilité de leur lien naissant.
Le contact, encore trop récent, avait été brisé par sa simple présence. Une panique enfantine, compréhensible mais douloureuse. Il rentra chez lui vidé. Le silence de son appartement lui parut plus pesant que jamais. Les tableaux accrochés au mur, les étagères impeccables, les objets de décoration venus des quatre coins du monde, rien ne semblait avoir de sens sans les réponses qu'il poursuivait. Il passa la nuit à revoir mentalement chaque parole de l'enfant, chaque geste, chaque regard. Il se demanda qui était Camille. Pourquoi cette femme avait-elle accepté d'élever un enfant qui n'était pas le sien? Quel était son lien avec cette affaire? Et surtout, pourquoi n'avait-il jamais été mis au courant de la survie de sa fille? Quel genre de complot ou de silence volontaire avait pu s'installer autour de cette naissance? Durant les jours qui suivirent, il retourna chaque après-midi au cimetière, espérant un retour. Mais la petite fille ne revint pas. Pas un seul jour. Il comprit alors qu'il avait franchi une ligne invisible, qu'il avait bouleversé un équilibre auquel elle s'accrochait sûrement. Il ressentit un mélange étrange de culpabilité et d'impuissance. Lui, habitué à commander des empires financiers, à résoudre des crises économiques, se trouvait désemparé devant l'absence d'une enfant de 8 ans. Il avait beau contacter ses avocats, chercher dans les archives, faire pression sur l'hôpital sans un visage, sans un nom complet, il ne pouvait rien prouver. Tout reposait sur ce contact fragile, brisé trop tôt. La solitude devint plus lourde qu'elle ne l'avait jamais été. Chaque recoin de son appartement lui rappelait ce qu'il n'avait pas eu, un rire d'enfant, des dessins maladroits accrochés sur le frigo, des histoires racontées avant de dormir. Il s'imaginait ce que cette vie aurait été s'il avait élevé cet enfant. Il pensait à Élodie, à ses espoirs, à cette grossesse qu'elle avait vécue avec tant de bonheur malgré les risques. Elle parlait souvent d'éloigner leur fille de tout ce qui était lié à l'argent et au pouvoir. Elle voulait un monde plus simple, plus humain. Avait-elle pressenti que quelque chose se passerait? Avait-elle écrit une lettre, laissé un mot, confié une volonté à quelqu'un? François se rendit de nouveau à l'hôpital de Lyon-Nord, cette fois seul. Il demanda à consulter les archives de l'année du décès de sa femme, invoquant un droit familial. L'accueil fut glacial. On lui répondit que les dossiers médicaux de cette époque avaient été transférés dans des archives externes. Il insista. Il menaça d'un recours légal. Finalement, on lui promit de le rappeler dans les jours suivants. Il quitta l'établissement avec un goût amer dans la bouche. Chaque pas vers la vérité semblait verrouillé par une série de portes fermées à clé. Une semaine plus tard, l'hôpital ne l'avait toujours pas recontacté. Son avocat, après quelques démarches, confirma que plusieurs noms associés au dossier médical d'Élodie avaient disparu des registres. Des employés à la retraite, des modifications dans le système numérique, des fichiers manquants, une succession d'excuses floues qui, toutes ensemble, formaient une zone d'ombre. François se retrouva alors à explorer une piste à laquelle il n'avait pas encore pensé. Et si quelqu'un avait volontairement effacé ses traces? Et si la disparition administrative de l'enfant à la naissance n'avait pas été un accident? Quelqu'un, quelque part, avait décidé qu'il ne devait pas élever sa fille. Mais pourquoi? Par jalousie, par mépris de sa fortune, ou par protection? Peut-être qu'Élodie elle-même avait exprimé ce désir à quelqu'un de confiance. Peut-être qu'elle avait laissé une consigne, dans une lettre, un message. Il devait le savoir. À défaut de pouvoir agir officiellement, il se tourna vers un ancien détective privé, avec qui il avait déjà collaboré autrefois. Il lui exposa la situation, sans parler de ses soupçons de paternité. Il parla de l'enfant, de la tombe, du médaillon, du nom, de Camille. Le détective accepta de mener une investigation discrète. Il promit de surveiller les alentours du cimetière, d'identifier la femme qui venait chercher l'enfant, de la suivre sans alerter. En attendant les résultats, François vivait dans une tension constante. Il travaillait à peine, s'absentait de réunions importantes, refusait les invitations. Il ne pensait qu'à cette petite fille au regard triste, au nom de sa femme gravé dans la pierre, au mystère de cette naissance jamais éclaircie. Il savait maintenant que le prochain pas serait décisif. Retrouver Camille, comprendre son rôle, découvrir pourquoi elle avait élevé cet enfant loin de lui. Ce serait le premier vrai obstacle sur ce chemin de vérité. Un chemin qui, désormais, il ne pouvait plus abandonner. François Dumas passait désormais ses journées entre son appartement et les archives, entre les souvenirs et les silences administratifs. L'absence de la petite fille au cimetière avait laissé un vide tangible, presque physique. Son esprit, habituellement rationnel, calculateur,
se trouvait submergé par une obsession qu'il ne maîtrisait plus. La vérité sur cet enfant devenait une nécessité vitale. Il avait tenté de suivre les voies légales, de consulter les dossiers médicaux, de faire appel à ses contacts. Mais tout semblait soigneusement verrouillé. Chaque demande tombait dans le vide ou était bloquée par un prétexte réglementaire. Pourtant, au milieu de cette impasse, une idée germa lentement dans son esprit. Et s'il avait oublié un indice essentiel dans les documents qu'il possédait déjà, un détail qu'il aurait négligé autrefois, aveuglé par la douleur. Il passa une journée entière à fouiller les armoires de son bureau, les cartons poussiéreux de son sous-sol, les tiroirs oubliés de son coffre personnel. Il exhuma lettres, rapports, certificats, enveloppes jamais ouvertes, brouillons de condoléances qu'il n'avait jamais eu le courage de lire. Parmi eux, il retrouva un dossier de correspondance entre lui et le directeur de l'hôpital au moment du décès de sa femme. À l'époque, il avait simplement signé les documents nécessaires pour accélérer les démarches sans vraiment les examiner. Il ouvrit les feuilles une par une, les posant sur la grande table de chêne du salon. Et là, parmi les pages jaunies, il tomba sur un feuillet plié en deux, portant un en-tête hospitalier discret, daté de 2 jours après la mort d'Élodie. Il ne se souvenait pas l'avoir vu auparavant. L'enveloppe était vierge, sans annotation extérieure. Il la déplia. C'était un rapport intermédiaire, rédigé par un médecin en charge du service gynécologique. Le texte parlait d'une situation critique à l'accouchement, de la nécessité d'une césarienne d'urgence, d'une hémorragie incontrôlable. Mais un passage attira son attention. Il y était mentionné qu'un transfert néonatal avait été initié sous directive exceptionnelle, en raison de risques administratifs sensibles et de considérations non médicales. Ces termes, vagues et inhabituels, le firent frissonner. Qui avait émis cette directive exceptionnelle? Pourquoi parler de risques administratifs? Et surtout, pourquoi n'en avait-il jamais été informé? Au bas de la page, une signature illisible accompagnée d'un cachet officiel du service de direction. Mais ce qui le frappa le plus, ce fut une note manuscrite dans la marge, presque effacée, à peine lisible. Voir annexe A. Retrait non déclaré. Ordonnance interne signée par PL. PL? Ce nom ne lui disait rien. Il chercha dans le reste du dossier une annexe A, mais ne la trouva pas. Soit elle n'avait jamais été incluse, soit elle avait été volontairement retirée. Il sentit un mélange de colère et d'excitation. Ce rapport oublié depuis des années prouvait qu'un acte avait été posé, en dehors du cadre habituel, le jour même où l'on lui avait dit que son enfant était mort. Quelqu'un avait agi en son absence, sous prétexte d'une directive interne, pour retirer le nourrisson de l'hôpital sans le déclarer officiellement. Le mot « retrait non déclaré » résonnait dans sa tête comme une alarme. Il prit immédiatement contact avec le détective privé. Il lui transmit la copie du document, insista sur la mention de l'annexe disparue, sur le nom ou les initiales PL. Le détective, méthodique, nota tout, promit de croiser ce nom avec les anciens cadres de l'hôpital, les services sociaux, les responsables administratifs de l'époque. Pendant ce temps, François revint chaque jour au cimetière, toujours seul, espérant un retour de l'enfant. Mais l'espace devant la tombe restait vide. Le dessin qu'elle avait déposé, un peu fané, était encore là. Il le ramassa un jour, le garda dans sa veste comme un talisman. Il s'accrochait à ce contact fragile malgré le silence, malgré la distance. Quelques jours plus tard, le détective l'appela tard dans la soirée. Sa voix était grave, posée, mais animée d'une tension nouvelle. Il avait retrouvé un nom correspondant aux initiales, Philippe Laurent, ancien directeur adjoint administratif de l'hôpital, aujourd'hui retraité. Il avait quitté ses fonctions 1 mois après la mort d'Élodie, officiellement pour des raisons de santé. Aucun scandale, aucune affaire publique, mais plusieurs documents internes portaient sa signature sur des décisions marginales, des dérogations urgentes, concernant des patients sensibles. Il vivait désormais à Annecy, dans une maison discrète, sans activité professionnelle connue. François demanda au détective d'organiser une rencontre. Il voulait le confronter. Il avait besoin de réponses. En attendant cette entrevue, il s'attarda sur un autre détail que le rapport soulevait indirectement, la date exacte du transfert néonatal mentionnée dans le document. Elle ne correspondait pas à celle du décès officiel déclaré par l'hôpital. Il y avait un décalage de 48 heures. Ce simple laps de temps resté inexpliqué ouvrait une autre faille dans la version qu'on lui avait donnée.
Comment un bébé déclaré mort à la naissance pouvait-il avoir été l'objet d'un transfert 2 jours plus tard? Cela ne tenait pas. Ou bien on lui avait menti dès le premier jour, ou bien l'enfant avait survécu, et quelqu'un avait couvert sa disparition. Il se souvint alors d'un nom qu'Élodie avait souvent mentionné durant sa grossesse, une certaine infirmière prénommée Mireille qu'elle avait rencontrée lors des premiers examens. Elle l'aimait beaucoup, disait qu'elle lui faisait confiance, qu'elle l'écoutait plus que les autres. François tenta de retrouver sa trace. Il téléphona à plusieurs anciens collègues de sa femme, parcourut les registres en ligne, appela même le syndicat hospitalier local. Après plusieurs tentatives infructueuses, il obtint enfin une piste. Une Mireille Marchand, retraitée depuis peu, vivant dans un petit village de la Drôme. Il prit la route le lendemain à l'aube, le cœur battant. Si cette infirmière était encore lucide, si elle se souvenait de cette nuit tragique, peut-être détiendrait-elle une pièce essentielle du puzzle. Durant tout le trajet, François ne cessait de revoir les mots du rapport, les silences administratifs, les regards fuyants à l'hôpital. Quelqu'un, quelque part, avait manipulé la vérité, et il se rapprochait dangereusement de la découvrir. La route vers le petit village de la Drôme s'étirait à travers les paysages vallonnés, parsemés de vignobles et de bosquets épais. François Dumas roulait en silence, les mains crispées sur le volant, son regard rivé à l'horizon, son esprit happé par les dernières révélations. L'espoir de retrouver une trace de la vérité l'empêchait de penser à autre chose. Chaque minute passée loin de cette quête lui semblait désormais du temps volé. Le nom de Mireille Marchand, infirmière à la retraite, représentait peut-être la clé de voûte d'un mystère qui s'était construit pendant 8 longues années dans l'ombre du mensonge. Il arriva devant une petite maison en pierre claire, modeste, couverte de lierre. Une vieille boîte aux lettres en fer portait le nom gravé « Monsieur Marchand ». Il s'arrêta un instant, inspira profondément, puis descendit de la voiture. Il toqua à la porte. Quelques secondes passèrent, avant qu'une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs attachés en chignon lâche, n'ouvre doucement. Elle portait un tablier de cuisine et un regard d'abord méfiant, puis interrogateur en croisant le sien. « Madame Marchand ?» demanda-t-il d'une voix calme. « C'est moi », répondit-elle, un peu surprise. « Je m'appelle François Dumas. J'étais le mari d'Élodie Dumas, décédée à l'hôpital de Lyon-Nord il y a 8 ans. Vous étiez l'une des infirmières de garde pendant son accouchement. » Un silence se fit. Mireille pâlit légèrement, recula d'un pas, puis regarda derrière lui comme pour s'assurer qu'il était venu seul. Elle hésita un instant, puis ouvrit davantage la porte. « Entrez. Je crois que je vous attendais depuis longtemps, » murmura-t-elle. À l'intérieur, la maison était modeste, décorée avec goût, remplie de plantes, de cadres anciens et de bibelots hérités d'un autre temps. Elle lui offrit une chaise dans la cuisine, lui servit du thé sans dire un mot. Puis elle s'assit en face de lui, les mains jointes sur la table. « J'ai gardé ce secret trop longtemps. J'ai toujours su qu'un jour, quelqu'un viendrait chercher la vérité. » François ne dit rien. Il la laissa parler. « Ce jour-là, votre femme est arrivée en urgence. L'accouchement a été difficile. Elle perdait beaucoup de sang, mais elle tenait à rester consciente. Elle ne pensait qu'au bébé. Elle répétait qu'il fallait que sa fille vive, qu'il fallait la protéger. À un moment, elle m'a attrapé par le bras et m'a supplié de ne pas la laisser seule. Et puis, elle s'est évanouie. Elle n'a jamais repris connaissance. « Et le bébé ?» demanda-t-il, la gorge serrée. « Elle est née vivante, fragile mais vivante. Le pédiatre de garde l'a emmenée pour des examens. À ce moment-là, une tension énorme régnait dans la salle. Puis un homme est arrivé, en costume, avec un badge d'autorité. Il m'a ordonné de sortir. Il a parlé au médecin en chef. J'ai entendu son nom. Philippe Laurent. Il a exigé que l'enfant soit retiré discrètement. Il a parlé d'un risque d'héritage, de scandale, de volonté familiale. J'ai compris qu'il ne voulait pas que l'enfant soit confié à vous. Il disait que vous n'étiez pas prêt, que votre monde n'était pas sain pour elle. » François sentit une rage sourde monter en lui, mais il resta silencieux. Je n'ai pas pu m'y opposer. J'étais simple infirmière. Mais plus tard, j'ai suivi ce qu'ils avaient fait. J'ai appris que le bébé avait été confié à une femme en périphérie de Lyon, une certaine Camille. On disait qu'elle avait été choisie pour sa discrétion et sa stabilité. J'ai essayé de vous contacter, mais toutes mes lettres sont revenues. Et puis on m'a transféré dans un autre service. Peu après, j'ai pris ma retraite. Pourquoi n'avoir rien dit plus tôt? Parce que j'avais peur, parce que personne ne voulait m'écouter. Parce que tout semblait déjà décidé. François se leva lentement.
Il remercia Mireille sincèrement puis retourna à sa voiture. Le nom de Camille résonnait désormais avec une force nouvelle. Elle n'était pas une figure secondaire. Elle était la clé vivante de cette dissimulation. Il fallait la retrouver, lui parler. Il savait que la fillette qu'il avait vue au cimetière habitait probablement avec elle. Et pour cela, il avait encore une arme à sa disposition, le détective privé. 2 jours plus tard, ce dernier le rappela. Il avait suivi une piste. Il avait repéré la fillette en sortant d'un centre de loisirs dans un quartier modeste de Lyon. Une femme l'attendait à la sortie, la main posée sur le cœur, le visage doux, mais fatigué. Elle s'appelait Camille Dervaux, ancienne assistante maternelle, sans enfant propre, vivant seule dans un petit appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien. Elle ne semblait pas cacher l'enfant, mais aucun lien légal ne figurait dans les registres d'adoption ou de tutelle. Elle vivait en dehors du radar administratif. François décida d'agir. Il voulait éviter tout affrontement, toute panique. Il voulait lui parler, comprendre qui elle était, pourquoi elle avait accepté ce rôle. Il se rendit dans le quartier le jour suivant. Il observa de loin, patient, attentif. À 17 heures, la fillette sortit du centre, comme annoncé. Camille l'attendait. François les suivit discrètement, à distance respectueuse. Il les vit entrer dans un immeuble, puis monter par un escalier extérieur vers un petit palier. Le lendemain, il frappa à la porte. Il portait une veste simple, un ton neutre. Il voulait inspirer confiance. La femme ouvrit. Elle le regarda interdite, puis ses yeux s'écarquillèrent. « Je suis François Dumas », dit-il doucement. « Je crois que vous avez élevé ma fille. » Camille ne répondit pas. Son visage ne trahit ni peur ni surprise extrême. Mais une tension visible se forma autour de ses lèvres. Elle ouvrit la porte lentement, l'invita à entrer. L'intérieur était modeste, propre, avec des dessins d'enfants accrochés au mur, des livres empilés sur une table basse et des fleurs fraîches dans un vase. « Elle n'est pas là, dit-elle. Elle dort chez une amie. » François hocha la tête. Il s'assit. Camille s'installa en face, les mains posées à plat sur les genoux. « Je ne veux pas de conflit, ajouta-t-il. Je veux comprendre. Qui vous a confié ma fille et pourquoi ?» Camille resta silencieuse un long moment. Puis elle soupira. « Ce n'est pas moi qui ai choisi cette situation. On est venu me chercher. Une femme que je connaissais vaguement m'a présenté un homme. Il m'a proposé d'élever une enfant orpheline. Il m'a dit qu'il fallait la protéger d'un environnement malsain. J'ai accepté parce que je voulais donner de l'amour à un enfant. On m'a dit que je devais rester discrète, ne jamais chercher le père. Mais j'ai toujours su qu'un jour vous viendriez. » François ferma les yeux. Il savait que cette rencontre ne serait que le début. Mais maintenant, il tenait enfin un fil solide. Et il comptait bien le suivre jusqu'au bout. François Dumas passa la nuit suivante sans fermer l'œil, assis dans le fauteuil près de la fenêtre de son appartement. Le visage de Camille, ses mots calmes, sa voix sans défense, tournaient sans fin dans son esprit. Il revoyait chaque détail de l'appartement modeste. Les dessins d'enfants au mur, les jouets rangés avec soin, les rideaux de lin clair qui dansaient au rythme du vent. Rien dans ce lieu ne respirait le mensonge ou la malveillance. Et pourtant, c'était là, dans cet espace discret, que sa fille avait grandi à son insu. Camille n'avait pas cherché à se justifier, ni à se défendre. Elle avait parlé avec honnêteté, sans détour. Et cela, pour François, était peut-être ce qu'il avait trouvé de plus déstabilisant dans toute cette histoire. Cette femme n'avait rien volé. Elle avait seulement accueilli une enfant qu'on lui avait confiée, croyant bien faire dans un monde qu'elle pensait protecteur. Le matin suivant, déterminé, il retourna dans ce même quartier. Il savait qu'il devait parler à la fillette, mais il devait aussi s'assurer que Camille comprenait son intention. Il n'était pas venu pour bouleverser leur vie par colère ou revendication. Il était venu parce qu'une vérité longtemps cachée remontait enfin à la surface, et parce qu'il ne pouvait plus vivre sans établir ce lien. Il frappa à la porte de nouveau, cette fois avec moins d'hésitation. Camille ouvrit presque aussitôt, comme si elle l'attendait. Elle avait le visage fatigué, mais pas hostile. « Elle est là », dit-elle simplement. « Dans sa chambre. Elle fait un dessin. » François hocha la tête, les mains dans les poches de son manteau. « Puis-je lui parler ?» demanda-t-il avec douceur. Camille le fixa un instant, puis se décala pour le laisser entrer. Il entra lentement, regarda autour de lui. L'ambiance n'avait pas changé. Toujours cette chaleur discrète, cette attention dans chaque détail. Camille le précéda jusqu'à une porte entr'ouverte. Elle frappa doucement. « Léna !»
Mon cœur, quelqu'un est là pour toi. Une voix fluette répondit sans se lever. C'est le monsieur du cimetière. François sentit sa gorge se serrer. Il ne savait pas qu'elle se souvenait de lui de cette manière. Camille lui fit signe d'entrer. Il poussa doucement la porte. La pièce était petite mais lumineuse, décorée avec des étoiles au plafond, des livres d'images, des peluches alignées sur une étagère. Léna était assise à une petite table, concentrée sur une feuille de papier. Lorsqu'elle le vit, elle ne sourit pas mais ne sembla pas effrayée non plus. Elle le regarda longuement comme si elle attendait qu'il parle en premier. « Bonjour, Léna, » dit-il d'un ton calme. « Je m'appelle François. Tu te souviens de moi ?» Elle acquiesça, sans répondre. « Je suis venu te parler parce que j'ai découvert quelque chose d'important, quelque chose qui te concerne, et je crois que tu as le droit de le savoir. » Léna posa son crayon, puis se leva lentement. Elle s'approcha de lui, la tête penchée. « C'est à propos de ma maman ?» demanda-t-elle, la voix timide. François s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Oui, et aussi à propos de ton papa. » Un silence tomba dans la pièce. Camille, restée dans l'encadrement de la porte, ne disait rien. Léna fronça légèrement les sourcils. « Je n'ai pas de papa, » dit-elle. « Camille dit que je suis née seule et que maman est morte en me mettant au monde. Ce qu'on t'a dit n'est pas faux, mais ce n'est pas toute la vérité. » Elle ne répondit pas. Elle attendait. « Ta maman s'appelait Élodie. Elle était ma femme. Et quand elle est morte, on m'a dit que tu n'avais pas survécu non plus. On m'a menti, Léna. On t'a éloigné de moi. Mais je suis ton père, et j'ai mis longtemps à le découvrir. Trop longtemps. » Il vit les yeux de Léna s'agrandir, son visage se figer. Elle ne recula pas, mais resta immobile, visiblement déboussolée. « Mais pourquoi? Pourquoi on m'a pas dit ?» François inspira profondément. « Parce que certaines personnes ont cru que ce serait mieux ainsi. Elles pensaient te protéger. Peut-être pensaient-elles aussi que je ne saurais pas m'occuper de toi. Elles ont eu tort. » Camille s'approcha enfin, posa doucement une main sur l'épaule de Léna. « Je ne savais pas qui tu étais, » dit-elle à François. « J'ai reçu cet enfant comme un don. J'ai fait de mon mieux. Mais je comprends si tu veux reprendre ce que tu n'as jamais eu. »« Je ne veux rien prendre, » répondit-il aussitôt. « Je veux apprendre à la connaître. Je veux qu'elle me connaisse. Et qu'elle décide quand elle sera prête. » Léna regarda Camille, puis François, ses mains serrées contre sa poitrine. « Si tu es mon papa, pourquoi t'as pas été là avant? Parce que je ne savais pas que tu étais en vie. On m'a caché ta naissance. J'ai cru que j'avais tout perdu ce jour-là. Je croyais que je n'avais plus de famille, jusqu'à ce que je te voie, là-bas, au cimetière. » Léna ne pleura pas, mais elle baissa la tête. François sentit qu'elle luttait avec des émotions trop grandes pour son âge. Il ne dit rien de plus. Il la laissa venir à lui à son rythme. « Est-ce que je peux encore voir Camille, si je te vois aussi ?» demanda-t-elle après un moment. « Bien sûr, » répondit-il sans hésiter. « Camille a pris soin de toi. Elle fait partie de ton histoire. Je ne veux rien effacer. Je veux seulement y être inclus. » Elle hocha la tête. Puis, lentement, elle tendit la main vers lui. Il la prit doucement, ému au-delà des mots. Ce contact simple, fragile, était le premier pas. Le premier vrai pas. Ils passèrent un moment à parler, tous les trois. François lui raconta des souvenirs d'Élodie, des choses qu'elle aimait, les chansons qu'elle chantait en voiture, les histoires qu'elle voulait raconter à leur futur bébé. Léna écoutait avec attention, comme si ces fragments de vie l'aidaient à se construire. Camille, silencieuse, essuyait parfois une larme discrète, mais ne s'interposait pas. Avant de partir, François promit de revenir. Il proposa à Léna une promenade, un jour où elle se sentirait prête. Elle accepta, timidement. Ce fut leur accord. Un début. Sur le chemin du retour, François sentit un apaisement nouveau. Il n'avait pas arraché une vérité. Il l'avait cueillie avec respect. Et pour la première fois depuis 8 ans, il se sentait père. Non pas parce qu'on lui en avait donné le droit, mais parce qu'une petite main l'avait choisi. Les jours qui suivirent cette première rencontre entre François et Léna furent empreints d'une atmosphère nouvelle, un mélange d'espoir, de prudence et d'interrogation. Il ne força rien, ne téléphona pas immédiatement, ne se montra pas à l'improviste. Il savait instinctivement que tout lien véritable se tissait dans le respect du rythme de l'autre. Il passait ses journées à préparer doucement le terrain pour les prochains pas. Il fit installer une bibliothèque dans son salon avec des livres pour enfants, demanda à son jardinier de créer un petit espace floral, inspiré des dessins qu'il avait vus sur les murs de la chambre de Léna.
Chaque geste, chaque détail devenait une manière de faire de la place à une vie qui, jusqu'à peu, lui avait été volée. Une semaine plus tard, Camille l'appela. Sa voix était posée, mais traversée par une émotion contenue. Elle lui dit que Léna avait parlé de lui avec sérieux, qu'elle avait posé beaucoup de questions, qu'elle avait exprimé l'envie de le revoir. François ressentit une chaleur immédiate, mais la contint. Il proposa une promenade dans un parc calme en bordure de la Saône. Camille accepta et l'accompagna. Léna arriva vêtue d'un manteau violet, tenant sa peluche comme un talisman. Lorsqu'elle vit François, elle hésita, puis lui adressa un petit signe de la main. Ce geste, simple en apparence, provoqua en lui un bouleversement silencieux. Ils marchèrent lentement, d'abord en silence. Puis elle posa des questions, d'une voix curieuse mais mesurée. Elle voulait savoir comment était sa mère, pourquoi il ne l'avait pas connue, pourquoi elle portait le nom d'Uma sans jamais avoir compris sa signification. François répondit à tout, avec une sincérité émue, mais contenue. Il sentait que chaque mot devait être juste, ni trop lourd ni trop vague. Lorsqu'ils s'arrêtèrent près d'un banc, Camille proposa à Léna d'aller chercher une glace au kiosque. Pendant ce court instant, seuls tous les deux, François se tourna vers la femme qui avait élevé sa fille. Il n'avait pas encore tout dit. Il devait comprendre. « Camille, commença-t-il, d'une voix grave, qui vous a confié Léna exactement? Était-ce Philippe Laurent ou quelqu'un d'autre ?» Elle soupira, regardant les feuilles tomber lentement autour d'eux. « C'est une femme qui m'a contacté, dit-elle. Elle s'appelait Christine. Elle m'a dit qu'elle travaillait à l'hôpital, qu'un bébé venait de perdre sa mère en couche, que le père ne voulait pas s'en occuper. Elle avait l'air sérieuse, triste, mais convaincue que cet enfant ne pouvait pas rester là. Elle m'a dit qu'elle cherchait une personne discrète, en dehors du circuit. J'ai cru à une mission. J'ai dit oui. Christine, vous souvenez-vous de son nom complet? Non, elle n'a jamais donné son nom de famille. Elle portait une blouse mais ne m'a montré aucun papier. Je n'ai jamais su si elle était vraiment infirmière, assistante sociale ou simplement envoyée par quelqu'un d'autre. Je crois qu'elle faisait ce qu'on lui disait de faire. Et vous n'avez jamais cherché à vérifier l'histoire? J'ai essayé. Au début, je suis allé à l'hôpital. J'ai demandé des nouvelles de l'enfant. On m'a dit qu'aucune adoption n'était en cours. Puis j'ai reçu un appel, un homme. Il m'a dit que je devais arrêter de poser des questions, que le bébé avait été confié à moi avec confiance et que tout allait bien tant que je restais discrète. Vous avez eu peur? Pas au début, mais ensuite, oui. Il m'a menacé indirectement. Il a dit que si je parlais, je pourrais perdre la garde. Alors j'ai protégé Léna comme j'ai pu. J'ai agi selon ma conscience. François sentit une colère froide monter en lui. Non contre Camille, mais contre ceux qui avaient orchestré ce mensonge. Un réseau de silence et de manipulation où chaque acteur ne connaissait qu'une partie de la vérité. Il pensa à Philippe Laurent, à Christine, à tous ces visages croisés dans les couloirs de l'hôpital, derrière les protocoles et les justifications. Elle croit que sa mère est morte en lui donnant naissance, dit-il doucement. Camille hocha la tête. C'est ce qu'on m'a dit de lui dire. Je n'ai jamais voulu mentir, mais je ne connaissais pas toute l'histoire. Et je pensais que c'était ce qu'elle devait savoir. Ce n'est plus suffisant. Non, ce ne l'est plus. Lorsque Léna revint avec sa glace, elle s'assit entre eux sans gêne. Elle lécha doucement la crème fondante, puis leva les yeux vers François. « Tu viens au cimetière parfois ?»« Oui, tous les jours, pendant un temps, avant de te connaître. J'y vais aussi. Je parle à maman. » Mais elle ne répond pas. « Peut-être qu'elle t'écoute, répondit-il. Peut-être qu'elle est contente qu'on se soit trouvé. » Elle ne dit rien, mais elle sourit légèrement. Un de ces sourires timides mais lumineux, capable d'effacer un monde de doute. François sentit quelque chose changer. Ce jour-là, elle lui prit la main sans qu'il ait à l'attendre. Il la raccompagna, avec Camille, jusqu'à leur immeuble. Avant de monter, Léna se retourna. « Tu peux venir dîner un jour ?» demanda-t-elle. « Quand tu veux, répondit-il. Camille confirma d'un regard. Ce serait un dîner simple, rien d'officiel. Mais c'était une ouverture, un espace de confiance. De retour chez lui, François relut les notes qu'il avait accumulées. Il les compléta. Il traça une chronologie, une carte mentale des personnes impliquées. Chaque nom, chaque date, chaque détail. Il nota « Christine, lien indirect avec Pessieux Laurent », puis souligna en rouge. Il pensa aussi à une éventualité douloureuse. Et si le père d'Élodie avait joué un rôle plus grand qu'il ne voulait l'admettre? Ce dernier avait toujours affiché un mépris à peine voilé pour lui,
une suspicion liée à son ascension rapide, à son monde fait d'affaires et de capital. Il l'avait tenu à distance, même au mariage, et il avait disparu peu après la naissance annoncée. Était-il possible qu'il ait orchestré cette séparation? François savait que des réponses manquaient encore. Mais désormais, il n'était plus seul. Léna existait, elle savait. Camille n'était pas une ennemie. Et ensemble, ils allèrent devoir recomposer l'histoire. Non pour effacer les années perdues, mais pour donner du sens à celles qui venaient. Les jours suivants furent marqués par une routine fragile, faite de rencontres discrètes, de dialogues mesurés et de gestes timides mais sincères. François, désormais partie intégrante du quotidien de Léna, venait la chercher après l'école, l'accompagnait au parc, l'aidait à faire ses devoirs. Chaque interaction révélait un peu plus de la personnalité complexe et lumineuse de l'enfant qu'il n'avait jamais imaginé tenir un jour dans ses bras. Elle avait l'humour taquin de sa mère, une curiosité naturelle et une capacité d'observer le monde avec une acuité désarmante. Camille, toujours présente, s'effaçait volontairement à certains moments, consciente que quelque chose d'essentiel se tissait entre père et fille, un lien que le temps n'avait pas détruit, seulement retardé. Mais malgré la douceur apparente de cette nouvelle phase, une tension sourde subsistait. François savait que pour que Léna puisse réellement appartenir à sa vie, il lui fallait comprendre l'entièreté de ce qui s'était passé. Les explications de Camille, bien qu'honnêtes, n'étaient pas suffisantes. Il manquait des pièces au puzzle, notamment cette mystérieuse Christine dont l'identité restait insaisissable. Et surtout, cette note griffonnée dans le rapport hospitalier, voire annexe A, retrait non déclaré, ordonnance interne signée par PL, le prénom d'Élodie, la date de naissance, le transfert, tout pointait vers une manipulation orchestrée au plus haut niveau de l'établissement. Il n'en fallait pas plus pour relancer sa quête. Il décida de retourner à l'hôpital de Lyon-Nord, cette fois accompagné de son avocat. Avec une autorisation signée et des arguments juridiques solides, ils exigèrent l'accès aux archives du service de maternité. Les responsables de l'hôpital opposèrent d'abord une résistance polie, invoquant la prescription, les changements de direction, les transferts de données informatiques. Mais face à l'insistance ferme de François et à la menace explicite d'un recours judiciaire, une ouverture fut faite. Un archiviste les conduisit dans une salle aux étagères métalliques, remplie de dossiers jaunis, où subsistaient encore certains documents papier, conservés pour des raisons légales. Ce fut là, entre deux étagères poussiéreuses, que François tomba sur un dossier étiqueté « Dumas, Élodie, Avril ». À l'intérieur, les feuilles étaient rangées sans ordre clair, certaines avec des annotations manuscrites, d'autres avec des tampons officiels. Il reconnut plusieurs documents déjà vus, mais un feuillet attira son attention. Il s'agissait d'un mémo interne signé par Philippe Laurent, indiquant qu'en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant et avec l'accord moral présumé des familles concernées, la procédure standard de déclaration néonatale sera suspendue temporairement. En bas, une mention étrange. Notification transmise à MM. MM. 2 initiales. Il eut un frisson. Il pensa immédiatement à Mireille Marchand, l'infirmière qu'il avait rencontrée dans la Drôme. Elle aurait pu être incluse dans cette procédure, ou du moins en avoir été témoin. Mais il était aussi possible qu'un autre MM ait été visé. François photographia chaque page, les classa méticuleusement, puis quitta l'hôpital avec un mélange d'excitation et de rage froide. Quelqu'un avait sciemment orchestré cette dissimulation, et il se rapprochait de ce noyau obscur. De retour chez lui, il se replongea dans les affaires personnelles d'Élodie. Il n'y avait jamais prêté une réelle attention après sa mort, trop abattu pour affronter les souvenirs. Mais cette fois, il ouvrit chaque boîte, chaque tiroir, chaque journal intime. Dans une vieille valise en cuir, il trouva un carnet à la couverture de velours bleu. Les premières pages étaient remplies de notes de grossesse. Sensations, peurs, prénoms envisagés, rêves pour l'avenir. Puis, quelques jours avant la date prévue de l'accouchement, un changement de ton s'opérait. Les phrases devenaient plus brèves, plus nerveuses. Un passage attira son attention. « Papa devient étrange. Il parle d'assurer mon avenir, de me protéger contre François. Il pense que son monde est trop dur pour un enfant. Il dit qu'un père riche attire toujours les mauvais regards. Je ne comprends pas. Il m'aime, je le sais, mais il me parle comme si je devais faire un choix que je ne veux pas faire. J'ai peur qu'il essaie quelque chose. S'il arrivait quoi que ce soit, je veux que François sache. Ma fille doit savoir qui elle est. » Cette note le frappa de plein fouet. Le père d'Élodie.
un homme froid, distant, qui avait toujours douté de François. Aurait-il pu aller jusqu'à manipuler les circonstances de l'accouchement, jusqu'à interférer dans les décisions médicales? Il se souvint d'une visite peu avant l'accouchement où le père d'Élodie était resté seul plusieurs minutes avec le médecin en chef. À l'époque, cela ne lui avait pas semblé important. Aujourd'hui, ce souvenir prenait une autre dimension. Il appela de nouveau le détective privé. Il lui demanda d'enquêter sur les mouvements du père d'Élodie à l'époque du décès, sur ses relations professionnelles, sur ses liens avec l'hôpital. Il voulait savoir s'il avait influencé directement les décisions prises autour de la naissance de Léna. Pendant ce temps, il continua à passer du temps avec sa fille. Ils allèrent ensemble au musée, à la bibliothèque. Il lui montra les vieux albums photos d'Élodie. Léna, attentive, posait des questions, retenait des anecdotes, reproduisait parfois les mimiques de sa mère avec une précision troublante. Un jour, alors qu'ils regardaient ensemble un album, elle posa sa tête sur son épaule et demanda « Pourquoi elle ne m'a pas laissé avec toi ?» François sentit son cœur se serrer. Il ne pouvait pas lui mentir. Mais il ne voulait pas non plus salir la mémoire de ceux qu'elle avait connus comme bienveillants. Je crois qu'elle n'a pas eu le choix. Je crois que d'autres ont décidé pour nous deux. Mais elle t'aimait. Et moi aussi. Et maintenant qu'on s'est retrouvés, plus rien ne pourra nous séparer. Léna ne répondit pas, mais elle resta contre lui un long moment, les yeux fixés sur la photo d'une jeune femme souriante, cheveux au vent, prise lors d'un été passé en Provence. François sut, à cet instant, que le passé ne serait jamais totalement réparé, mais qu'il pouvait encore écrire l'avenir, avec justesse, avec amour et avec la vérité. Toute la vérité. Le lendemain matin, François Dumas se réveilla avec un sentiment plus pressant que les jours précédents. Les découvertes s'étaient accumulées, la complicité apparente de l'hôpital, les traces effacées, le rôle obscur du père d'Élodie, la présence fantomatique de cette Christine restée sans visage. Mais une intuition tenace s'imposa. Il manquait encore une pièce, une trace directe de la volonté d'Élodie. Le journal retrouvé dans la vieille valise contenait des réflexions, des doutes, des peurs. Il n'avait cependant pas trouvé ce qu'elle avait clairement voulu faire s'il lui arrivait quelque chose. Et il était convaincu qu'elle avait laissé plus que des mots griffonnés à la hâte. Il contacta alors Mireille Marchand, l'ancienne infirmière qu'il avait rencontrée dans la Drôme. Il lui raconta, sans entrer dans tous les détails, qu'il avait découvert certaines irrégularités dans le dossier de sa femme, qu'il suspectait une dissimulation volontaire. Il lui demanda si, par hasard, elle avait été au courant d'un document, d'une lettre, que sa femme aurait pu vouloir transmettre. Le silence de Mireille fut long. Puis elle dit, à voix basse, presque comme une confession, « Je crois qu'il y avait une lettre. » Le jour de l'accouchement, une collègue m'a dit qu'Élodie lui avait remis une enveloppe, juste avant de perdre connaissance. Elle lui avait dit de la remettre à vous, quoi qu'il arrive. Mais cette collègue a quitté l'hôpital peu après. Je ne l'ai jamais revue. Je ne sais pas ce qu'est devenue cette lettre. François sentit une vague de frustration l'envahir. Encore une piste incertaine, encore un nom absent, une disparition commode. Mais il ne se laissa pas emporter. Il demanda à Mireille si elle se souvenait du prénom de cette collègue. Elle s'appelait Amandine, Amandine Clerval. Elle travaillait de nuit à l'époque. Elle était jeune, discrète, un peu fragile. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Il remercia Mireille et contacta immédiatement le détective privé. Il lui demanda de retrouver cette Amandine Clerval, coûte que coûte. 2 jours plus tard, il recevait une adresse. Elle vivait désormais à Valence, travaillait dans une maison de retraite loin du tumulte hospitalier. François ne perdit pas de temps. Il prit la route dès l'aube, avec une détermination froide, presque militaire. La maison de retraite était située en périphérie de la ville, un bâtiment simple entouré de verdure. Il demanda à voir Amandine, se présenta comme un ancien proche d'Élodie Dumas. Lorsqu'elle arriva, il la reconnut immédiatement. Une femme aux traits tirés, marqués par le temps, mais dont les yeux brillaient d'une lucidité claire. Elle le regarda avec surprise. « Vous êtes le mari d'Élodie ?»« Oui, et je viens vous demander si vous avez gardé une lettre qu'elle vous aurait confiée avant sa mort. » Elle pâlit légèrement. Il vit sa gorge se contracter, ses mains trembler. « Oui, je l'ai gardée. Tout ce temps. Je ne savais pas si je devais l'envoyer. On m'a dit que vous ne vouliez pas de l'enfant. Que vous aviez refusé de l'avoir. On vous a menti, coupa François. J'ai pleuré ma femme et ma fille tous les jours. J'ignorais même qu'elle avait survécu. » Elle fouilla dans son sac, sortit une enveloppe vieillie, pliée,
avec une écriture familière. Elle la lui tendit. Il la prit avec une émotion qu'il ne tenta même pas de contenir. Il s'assit sur un banc, sous un arbre, et l'ouvrit. La lettre était datée de la veille de l'accouchement. L'écriture d'Élodie était ferme, posée. « Mon amour, si tu lis ces mots, c'est que quelque chose a mal tourné. Peut-être ne suis-je plus là. Peut-être que notre fille est née sans moi. Je ne peux imaginer cela sans pleurer. Mais je veux que tu saches une chose. Je t'ai toujours aimé. Et je veux que notre fille grandisse dans un monde qui ne soit pas celui de la peur ou de l'argent. Je veux qu'elle soit libre. Mon père, il doute de toi. Il pense que tu es trop dur, trop absent. Je lui ai dit qu'il avait tort. Mais je le sens, il prépare quelque chose. Si je disparais, si on t'éloigne d'elle, promets-moi de la chercher, de lui parler de moi, de lui offrir l'amour que nous avions rêvé de lui donner ensemble. Elle s'appelle Léna, je l'ai déjà nommée, et elle portera ton nom. Pardonne-moi si tout cela est confus, mais je te fais confiance. Tu es plus fort que tu ne crois. Ne laisse personne vous séparer. » François relut la lettre plusieurs fois. Chaque mot était une lumière, une réponse, un choc. Élodie avait prévu. Elle avait senti que son entourage ne lui faisait pas confiance. Elle avait tenté de tout faire pour assurer un avenir juste à leur fille, et on l'avait réduite au silence. Il remercia Amandine d'avoir conservé la lettre. Il lui promit que rien ne serait oublié. De retour à Lyon, il garda la lettre contre lui, comme une relique. Il ne savait pas encore s'il devait la montrer à Léna tout de suite, mais il savait qu'elle allait tout changer. Elle scellait sa légitimité, son droit de père, son lien inaltérable. Il la photocopia, la plaça dans un dossier confidentiel, puis alla marcher seul jusqu'au cimetière. Il resta longtemps devant la tombe d'Élodie, la lettre dans la poche, la main posée sur la pierre. « Je l'ai retrouvée, murmura-t-il, et elle va bien. Je te le promets, je ne la quitterai plus jamais. » En quittant le cimetière, il se sentit transformé. Il n'était plus seulement un homme en quête de réponse. Il était un père, avec une mission claire et une vérité désormais en main. Une vérité que plus rien ni personne ne pourrait effacer. Le lendemain de la découverte de la lettre, François Dumas se leva avec une certitude nouvelle. Ce qu'il tenait entre les mains était plus qu'une simple preuve. C'était une déclaration d'amour, une volonté posthume, un dernier message laissé par Élodie pour guider le futur de leur fille. Aucun tribunal, aucun silence administratif, aucun mensonge d'autorité ne pourrait plus effacer ce qu'il venait de lire. La voix d'Élodie, revenue à lui à travers les mots couchés sur le papier, avait rallumé en lui une flamme qu'il croyait éteinte. Il avait désormais une vérité complète à raconter, et cette vérité appartenait aussi à Léna. Il prit son temps ce matin-là. Il choisit des mots simples, mais réfléchis. Il fit des copies de la lettre, rangea l'original dans un coffre sécurisé, puis appela Camille. Il lui demanda s'il pouvait venir discuter avec elle et Léna, ensemble. Elle accepta immédiatement, consciente que le moment était venu de faire tomber les dernières barrières. Lorsque François arriva à l'appartement, l'air était plus calme qu'à l'accoutumée. Camille semblait plus détendue, mais surtout résolue. Léna, quant à elle, jouait avec des perles colorées à la table du salon. Elle leva les yeux vers lui, esquissa un sourire timide, puis revint à son jeu. Il s'assit sur le canapé, la lettre dans sa main. Camille s'approcha, attentive. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-il doucement. « Une lettre qu'Élodie avait écrite avant l'accouchement. Elle vous est destinée, Léna, mais elle me parle aussi à moi. » Léna le fixa, curieuse, sans crainte. Elle avait appris à lui faire confiance. François déplia le papier, posa la copie devant elle. « Je vais te la lire. C'est ta maman qui parle, d'accord ?» Elle hocha la tête. Sa petite main se referma sur sa peluche, mais son regard resta fixé sur lui. Il lut la lettre entière, sans s'arrêter, sans pleurer, avec la voix la plus stable qu'il put. Chaque mot semblait résonner dans la pièce avec un écho particulier. Lorsqu'il termina, un silence profond s'installa. Camille avait les yeux embués. Elle porta la main à sa bouche, incapable de parler. Léna, elle, regardait la feuille. Puis elle dit « Elle savait qu'ils allaient m'enlever ?» Pas exactement, mais elle sentait que certains voulaient t'éloigner de moi. Elle a écrit cette lettre pour s'assurer qu'un jour, je pourrais te retrouver. Et pourquoi on ne me l'a pas donnée avant? Parce que la personne qui l'avait a eu peur. On lui a fait croire que je ne voulais pas de toi. Mais maintenant, elle sait que ce n'était pas vrai. Et elle me l'a confié. Est-ce que maman m'aimait? De tout son cœur, Léna. Elle t'aimait avant même que tu sois née. Elle avait choisi ton prénom.
Elle avait rêvé de toi et elle voulait que tu sois entouré d'amour, même si elle ne pouvait pas rester avec nous. » Léna baissa les yeux. Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle se leva, marcha jusqu'à François et s'assit sur ses genoux, posant la tête contre sa poitrine. Il sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Il ne bougea pas, la tenant doucement, comme si ce moment ne devait jamais finir. Camille, en retrait, observait la scène avec émotion. Elle s'approcha, posa une main sur l'épaule de François. « Je n'ai jamais su tout cela. Je pensais lui avoir évité un vide. Mais ce vide, il existait quand même. Je comprends maintenant. C'est à vous deux de construire ce lien. Je n'ai jamais voulu me mettre entre vous. »« Tu ne t'es pas mise entre nous, » répondit François. « Tu l'as protégée. Tu lui as donné une vie digne. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda Léna, la voix étouffée contre lui. « Ce que tu voudras. On peut continuer à se voir, on peut faire plus de choses ensemble. Et si un jour tu veux venir vivre chez moi, tu pourras. Mais seulement si tu es prête. Tu veux que je vienne vivre chez toi ?» François sentit son souffle se couper. « Je veux que tu sois heureuse. Si être avec moi fait partie de ton bonheur, alors oui. Mais si tu veux encore rester un peu avec Camille, c'est toi qui décides. Personne ne te forcera. » Elle ne répondit pas. Elle resta levée contre lui. Camille les laissa ainsi le temps de leur silence avant de proposer de préparer un goûter. La table se remplit de biscuits, de chocolat chaud, de fruits découpés. Léna mangea en silence, regardant tour à tour les deux adultes assis près d'elle. Puis, soudain, elle dit « Si je viens chez toi, est-ce que je pourrais emmener ma peluche ?» François sourit. « Tu peux emmener tout ce que tu veux. Et voir Camille aussi. Aussi souvent que tu voudras. » Elle hocha la tête, satisfaite. Il savait que ce n'était pas une décision définitive, mais un début, une ouverture. Le soir même, alors qu'il rentrait chez lui, il demanda à son notaire d'initier les démarches pour la reconnaissance légale de paternité. Il voulait tout faire dans les règles. Léna méritait un avenir sans incertitude. Il transforma une chambre de sa maison en un espace pour elle. Il y mit les couleurs qu'elle aimait, des livres choisis avec soin, des peluches similaires à celles qu'elle possédait, une lampe en forme de lune, comme celle qu'elle dessinait souvent. Il fit installer une balançoire dans le jardin, planta des fleurs que sa mère aimait. Chaque objet, chaque choix, était une façon de lui dire « Tu es attendu, tu es désiré ». Il pensait souvent à Élodie pendant ces jours-là. Il lui parlait parfois à voix basse, en marchant dans la maison ou assis dans la véranda. Il lui racontait ce que Léna avait dit, comment elle riait, les expressions qu'elle utilisait. Il croyait, peut-être naïvement, que ces mots parvenaient jusqu'à elle. Et dans le regard de sa fille, dans ses gestes, il retrouvait la femme qu'il avait perdue. Ce lien-là, rien ne le briserait plus. Les semaines qui suivirent la révélation furent empreintes d'un calme étonnant, presque irréel. Une page s'était tournée, mais le livre n'était pas encore refermé. François Dumas, autrefois homme d'affaires acharné, immergé dans les rouages complexes de la finance, se surprenait désormais à mesurer ses journées en fonction des horaires d'école, des rendez-vous médicaux pour enfants, des histoires du soir et des silences partagés. Il avait mis en veille ses responsabilités professionnelles, déléguant tout ce qui pouvait l'être, concentrant son énergie sur une seule chose, être présent. Léna n'avait pas encore quitté le foyer de Camille, mais elle passait désormais plusieurs jours par semaine chez François. Le vendredi soir, elle arrivait avec son petit sac à dos, sa peluche contre la poitrine et ses yeux brillants d'une joie discrète. Ils cuisinaient ensemble des plats simples, dessinaient côte à côte, regardèrent des films d'animation et surtout, ils parlaient. Pas toujours de sujets profonds, mais de tout ce qui tisse la confiance, l'école, les amis, les rêves, les peurs. Le dimanche soir, lorsqu'il la raccompagnait chez Camille, un rituel s'installait. Il s'asseyait quelques minutes sur le banc en bois du jardin, échangeait une dernière anecdote, une dernière promesse. Léna, désormais plus ouverte, glissait parfois sa main dans celle de son père sans rien dire. Ce simple geste, répété semaine après semaine, construisait un pont solide entre eux. Camille observait cette évolution avec une tendresse discrète. Elle n'avait jamais revendiqué un rôle exclusif. Elle continuait à offrir à Léna une base affective stable, mais elle laissait peu à peu la place que François n'avait jamais pu occuper. Leur entente, respectueuse et sincère, facilitait chaque pas de cette transition. Un jour, au détour d'une promenade, Léna demanda à François si elle pouvait avoir un coin à elle dans sa maison.
Elle voulait décorer sa chambre avec des choses personnelles, accrocher ses dessins, déplacer les meubles. François accepta avec enthousiasme. Ensemble, ils achetèrent des peintures, des guirlandes lumineuses, des affiches d'animaux et des boîtes de rangement. Lorsqu'ils eurent terminé, elle s'allongea sur le lit et déclara « C'est mieux que dans mes rêves ». Ce soir-là, pour la première fois, elle lui demanda si elle pouvait rester jusqu'au lundi. Camille, consultée par téléphone, donna son accord avec une émotion perceptible dans la voix. Léna restait un peu plus longtemps chaque fois, jusqu'à ce que, sans qu'aucune décision officielle n'ait été prise, elle commence naturellement à passer plus de jours chez François qu'ailleurs. La relation évoluait aussi en public. François l'emmenait parfois à son bureau, lui montrait la vue depuis les grandes fenêtres, lui présentait quelques collaborateurs. Léna, d'abord impressionnée, apprenait à naviguer dans ce monde adulte avec une aisance naturelle. Elle posait des questions, dessinait des logos sur les feuilles de brouillon, s'inventait des rôles imaginaires dans les projets de son père. Mais au-delà de cette reconstruction douce et quotidienne, un moment marqua un tournant décisif. Un soir, alors qu'ils rentrèrent du cimetière, où ils avaient déposé ensemble des fleurs fraîches sur la tombe d'Élodie, Léna s'arrêta devant la porte d'entrée, se retourna vers François et lui dit « Tu sais, parfois j'ai peur. Peur que tout ça s'arrête, que ce soit juste un rêve. Rien de ce que tu vis maintenant n'est un rêve, c'est réel, et ça ne s'arrêtera pas. Même si un jour je te déçois, tu ne peux pas me décevoir. Tu es ma fille, et je t'aime comme tu es. » Elle le regarda longuement, puis, pour la première fois, elle prononça ce mot qu'il n'avait jamais osé espérer entendre aussi vite. « Merci, papa. » Le son résonna dans son cœur comme une promesse. Ce n'était pas une formalité. C'était une reconnaissance. Une adoption affective bien avant les démarches juridiques. Ce mot simple et puissant refermait une plaie vieille de 8 ans, ouvrait une voie vers un futur plus clair. Dans les semaines suivantes, François lança officiellement la procédure pour devenir le tuteur légal de Léna. Avec le soutien de Camille, la démarche se fit sans obstacle. L'administration, confrontée à l'évidence du lien établi, valida les documents sans émettre de réserve. Un juge auditionna François, Camille et Léna. La fillette, interrogée avec douceur, répondit avec une maturité étonnante. Elle parla de ces 2 maisons, de ce qu'elle aimait dans chacune, et déclara qu'elle voulait vivre là où il y a de la place pour tous les souvenirs. Le juge sourit et valida la tutelle. François sortit du tribunal avec Léna dans les bras, une émotion bouleversante au fond des yeux. Ce jour-là, ils allèrent célébrer dans un petit restaurant que Léna avait choisi. Elle mangea des crêpes au chocolat, raconta des blagues, et à la fin du repas, dessina un cœur au dos de la serviette en papier. Elle le tendit à François et dit simplement « Pour toi ». Il garda ce cœur dans son portefeuille. À la maison, les habitudes s'installèrent. François ne vivait plus dans le silence. Il y avait des rires, des pas pressés dans le couloir, des dessins accrochés au frigo, des chaussettes perdues sous le canapé. Il apprit à préparer des goûters, à consoler les chagrins passagers, à écouter les histoires sans fin des récréations. Il n'était plus un homme seul dans une maison trop grande. Il était un père. Et chaque soir, lorsqu'il éteignait la lumière dans la chambre de Léna, il murmurait un « bonne nuit » chargé de gratitude, car tout ce qu'il avait cru perdu lui avait été rendu autrement, mais avec une intensité que le passé ne pouvait plus effacer. Le printemps s'installa sur Lyon avec la douceur particulière des saisons pleines de renouveau. Les arbres du jardin de François bourgeonnaient à nouveau. Les oiseaux revinrent s'installer sur les branches des cyprès, et le chant léger du vent entre les haies ramenait des souvenirs d'un passé douloureux, désormais apaisé. Dans cette atmosphère transformée, la maison elle-même semblait différente, comme si elle avait attendu en silence d'être à nouveau habitée par la vie. Léna vivait désormais à plein temps chez François. La transition, amorcée naturellement, s'était opérée sans heurts. Camille, bien qu'émue de voir s'éloigner la petite qu'elle avait élevée, continuait de faire partie de la vie de Léna. Ils se voyaient régulièrement. Elle était invitée à dîner, à assister au spectacle de fin d'année, à participer aux projets scolaires. Elle n'était plus la seule figure maternelle de Léna, mais elle restait une présence essentielle, respectée, aimée. François, quant à lui, s'était métamorphosé. Ses anciens associés s'étonnaient encore de sa manière désormais distante de gérer ses affaires. Là où autrefois il passait ses journées entre les salles de conseil et les avions privés, il préférait aujourd'hui les trajets à pied vers l'école,
les après-midi à dessiner dans le salon, les soirées passées à écouter Léna lui lire des histoires. Il ne regrettait rien. Chaque minute avec elle était un morceau recollé de son cœur brisé. La chambre de Léna, jadis une pièce témoin dans une maison trop silencieuse, était devenue un univers vivant. Les murs étaient couverts de peintures éclatantes, les étagères remplies de livres et de souvenirs. Un coin du bureau avait été aménagé pour ses créations manuelles. Elle dessinait, écrivait, inventait des contes. Elle disait souvent à François qu'elle voulait plus tard raconter des histoires vraies, mais avec des fins qui font du bien. Il continuait aussi à visiter régulièrement le cimetière. C'était un rituel devenu paisible. Plus de larmes, plus de silence lourd. Ensemble, ils apportaient des fleurs fraîches à la tombe d'Élodie, parlant d'elle à voix haute, comme si elle écoutait depuis quelque part. Léna aimait raconter ce qu'elle vivait, ce qu'elle apprenait, ce qu'elle rêvait. Elle déposait parfois un dessin, un mot, un coquillage ramassé en vacances. François, lui, se contentait de rester là, en retrait, les mains dans les poches, le regard doux. Il n'y avait plus rien à réparer, seulement à honorer. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur un banc du parc près de chez eux, Léna tourna la tête vers lui et dit « Tu sais, parfois j'oublie que j'ai passé des années sans te connaître. C'est comme si tu avais toujours été là, maintenant. » Il la regarda, surpris par la simplicité et la profondeur de ses mots. Elle n'attendait pas de réponse. Elle constatait. Et il comprit que ce lien, pourtant tissé tardivement, avait atteint une densité que le sang seul n'aurait pas pu garantir. Les démarches légales, entamées quelques mois plus tôt, avaient abouti à la reconnaissance officielle de François comme père biologique et tuteur légal de Léna. Le juge, dans son rapport, avait noté la qualité exceptionnelle du lien affectif entre eux et l'engagement sincère et constant d'un homme déterminé à réparer une erreur dont il n'était pas responsable. Le jugement fut suivi d'un moment solennel, mais heureux, au cours duquel François demanda à Léna si elle souhaitait porter officiellement le nom d'Uma. « Je veux garder les deux, répondit-elle. D'Uma parce que c'est toi, et l'autre pour ne pas oublier d'où je viens. » Il respecta ce choix sans discussion. Léna devint alors Léna d'Uma d'Hervaux, symbole vivant d'un passé complexe et d'un avenir construit à deux. Pour célébrer cette nouvelle étape, François organisa une petite fête dans le jardin. Quelques amis proches, Camille, des voisins, les enseignants de Léna. Elle lut un texte qu'elle avait écrit elle-même, parlant de ce qu'elle avait appris cette année-là, que la vérité finit toujours par sortir, que les liens d'amour ne meurent jamais, et que parfois, les histoires les plus tristes peuvent devenir les plus belles si on les raconte jusqu'au bout. À la fin de la soirée, alors que les invités quittaient la maison un à un, Léna vint s'asseoir sur les genoux de François. Elle posa sa tête contre lui et dit « Tu penses qu'elle serait fière de nous ?» Il n'eut pas besoin de demander de qui elle parlait. « Je crois qu'elle l'est, chaque jour un peu plus », répondit-il simplement. Et ils restèrent là, sous les étoiles, enveloppés par la paix que seule une vérité pleinement vécue peut offrir. La maison, autrefois silencieuse, battait désormais au rythme d'une nouvelle vie. Chaque pièce avait retrouvé sa fonction, chaque objet sa raison d'être. L'horloge du couloir ne semblait plus sonner le vide, mais le passage d'un temps riche, habité. François n'était plus le millionnaire solitaire que les journaux avaient autrefois décrit. Il était devenu autre chose, de plus rare, de plus précieux, un père qui avait traversé la perte, le mensonge, le doute, et qui avait su transformer tout cela en un présent vibrant, ouvert, fertile. Et dans cette maison pleine d'échos joyeux, dans cette ville où tout avait commencé et failli se perdre, une petite fille riait, écrivait, vivait, non plus dans l'ombre d'un deuil, mais dans la lumière d'une histoire retrouvée, une histoire vraie, une histoire réparée, une histoire qu'elle raconterait peut-être un jour, avec ces mots, à ceux qui ont besoin de croire qu'il existe toujours, même dans le réel le plus dur, une fin porteuse d'espoir.